La plus ancienne société esclavagiste et les États se forment dans la partie sud de la vallée des fleuves Tigre et Euphrate, à peu près à la même époque qu'en Égypte. Ici surgit le deuxième foyer de civilisation le plus important, qui a exercé une grande influence sur l'histoire politique, économique et culturelle de tout le monde antique. La désagrégation du système communautaire primitif en Mésopotamie. La partie plate du pays, située entre les fleuves Tigre et Euphrate dans leur cours inférieur et moyen, est généralement appelée par le mot grec Mésopotamie, entre deux fleuves. Les conditions naturelles et le destin historique des parties nord et sud de la Mésopotamie sont différents. Par conséquent, nous distinguons sa partie sud, où le cours des deux fleuves se rapprochait, principalement au sud de la région de la capitale de l'Irak moderne, Bagdad, sous le nom de Dviou-Rechie. Cette partie de la plaine mésopotamienne est remplie de dépôts fluviaux dont les crues périodiques surviennent pendant la période printanière et estivale à la suite de la fonte des neiges dans les régions montagneuses des cours supérieures. Les plus anciennes colonies, qui furent les centres de formation des premiers États, étaient situées sur les deux rives le long du cours inférieur des deux fleuves, principalement de l'Euphrate, dont les eaux sont plus faciles à utiliser pour l'agriculture sans dispositifs spéciaux de pompage d'eau. Pour utiliser les eaux de crue lors du travail automnal des terres, elles devèrent être collectées dans des réservoirs spéciaux. L'Euphrate et le Tigre, outre leur rôle immense en tant que source d'irrigation, constituent la principale voie de transport du pays. Le climat en Mésopotamie est chaud et sec. La quantité de précipitations atmosphériques est faible, et elle tombe principalement en hiver. Par conséquent, l'agriculture n'est possible que sur les sols naturellement irrigués par les crues des fleuves ou irrigués artificiellement. Sur de tels sols, il est possible de cultiver une grande variété de cultures et d'obtenir des rendements élevés et stables. La plaine mésopotamienne est bordée au nord et à l'est par les montagnes périphériques des hauts plateaux arméniens et iraniens. À l'ouest, elle borde la steppe syrienne et les déserts d'Arabie. Au sud, la plaine est limitée par le golfe Persique, où se jettent le Tigre et l'Euphrate. Actuellement, ces deux fleuves, à 110 km de leur embouchure, se rejoignent en un seul cours d'eau, le Chat el Arab. Mais dans l'Antiquité, la mer s'avançait beaucoup plus profondément au nord-ouest et les deux fleuves s'y jetaient séparément. Le centre d'origine de la plus ancienne civilisation était situé précisément ici, dans la partie sud de la Mésopotamie. Les richesses naturelles, parmi celles qui pouvaient être utilisées par la plus ancienne population de la plaine, sont peu nombreuses. Le roseau, l'argile et dans les rivières et les lacs marécageux, le poisson. Parmi les essences d'arbres, on peut noter le dattier, qui donne des fruits nutritifs et savoureux, mais dont le bois est de faible qualité. Les pierres et les minerais métalliques nécessaires au développement de l'économie étaient absents. La population la plus ancienne du pays, qui a posé les bases de la civilisation en Mésopotamie, étaient les Sumériens. On peut affirmer que dès le 4e millénaire avant notre ère, les Sumériens constituaient la population principale de la Mésopotamie. Les Sumériens parlèrent une langue dont la parenté avec d'autres langues n'a pas encore été établie. Pour le type physique des Sumériens, si l'on en croit les statues et les reliefs conservés, qui rendent généralement le portrait humain de manière assez grossière, il était caractéristique d'avoir un visage rond avec un nez droit et proéminent. À partir du 3e millénaire avant notre ère, des tribus sémitiques nomades commencent à pénétrer en Mésopotamie depuis la steppe syrienne. La langue de ce groupe de tribus sémitiques porte le nom d'Akkadiens ou de Babyloniens assyriens, d'après les appellations ultérieures que ce groupe de Sémites a acquises déjà en Mésopotamie. D'abord, ils se sont installés dans la partie nord du pays, se tournant vers l'agriculture. Ensuite, leur langue s'est répandue également dans la partie sud de la Mésopotamie. Vers la fin du 3e millénaire, le mélange définitif de la population sémitique et sumérienne s'est produit. Diverses tribus sémitiques formaient à cette époque la masse principale de la population d'éleveurs d'animaux en Asie antérieure. Leur territoire de peuplement couvrait la steppe syrienne, la Palestine et l'Arabie. La Mésopotamie septentrionale et les hauts plateaux périphériques de l'Iran, qui bordent à l'est la vallée du Tigre et de l'Euphrate, étaient habités par de nombreuses tribus parlant des langues dont les liens de parenté ne sont pas encore établis.
Certaines d'entre elles étaient peut-être proches de certaines langues caucasiennes modernes. Dans la partie nord de la Mésopotamie et sur les affluents du Tigre, les établissements des tribus hourites sont attestés tôt par des monuments. Plus à l'est, dans les montagnes, vivaient les Lulubéens et les Goutis, Koutis. Les vallées des fleuves du sud-ouest de l'Iran, voisines de la Mésopotamie, étaient occupées par les Élamites. Pour la plupart, ces tribus et celles qui leur sont proches, au 4e et 3e millénaires avant notre ère, étaient damnates des agriculteurs sédentaires de montagne et des éleveurs semi-sédentaires, vivant encore dans les conditions du système communautaire primitif. Ce sont eux qui ont créé en Asie antérieure la culture de la céramique peinte et néolithique. Leurs colonies, Tel Halaf, Tel Brak, Arpachiyah, Tepe-Gaura, Samara, et plus profondément dans le haut plateau iranien, Tepe-Guyane, Tepe-Sialk, Tepe-Hissar, Tourang-Tepe, permettent de juger du caractère du développement des tribus qui pratiquaient l'agriculture de montagne et de ruisseaux à la période néolithique et énéolithique. La plupart d'entre elles devançaient encore au début dans leur développement les tribus qui habitaient la Mésopotamie, et ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du 4e millénaire que la population de la Mésopotamie a rapidement dépassé ses voisins. Seulement chez les Élamites, dans le cours inférieur des fleuves Karun et Karkhé, la société de classe n'émerge que peu de temps après celle de Sumer. Les monuments du 3e millénaire témoignent du fait que, par la voie maritime qui traversait le golfe Persique, Sumer était relié à d'autres pays. Les textes cunéiformes mentionnent l'île de Dilmun et les pays de Magan et Melouha, célèbres pour leur or et leur bois d'ébène. Seul Dilmun a été identifié avec toute certitude aux îles actuelles de Bahreïn, sur la côte de l'Arabie orientale. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire avec certitude jusqu'où s'étendaient les liens maritimes de la Mésopotamie. Cependant, les chants épiques sur les voyages des héros sumériens vers l'est, au-delà de cette montagne, et sur les relations amicales avec la population locale, ainsi que les sceaux représentant des éléphants indiens et portant des signes de l'écriture indienne, retrouvés dans les colonies mésopotamiennes du 3e millénaire avant notre ère, font penser qu'il existait des liens avec la vallée de l'Indus. Les données concernant les liens les plus anciens avec l'Égypte sont moins précises. Cependant, certaines caractéristiques de la culture énéolithique la plus ancienne de l'Égypte amènent un certain nombre de chercheurs à supposer l'existence de liens similaires, et certains historiens suggèrent que des affrontements militaires entre la Mésopotamie et l'Égypte ont eu lieu dans le dernier tiers du 3e millénaire avant notre ère. Les plus anciennes colonies en Mésopotamie. Sur l'exemple de l'histoire des peuples de Mésopotamie, il est clairement visible à quel point l'influence des conditions de l'environnement géographique sur le cours du développement historique a un caractère relatif. Les conditions géographiques de la Mésopotamie n'ont pratiquement pas changé au cours des 6 à 7 derniers millénaires. Cependant, si à l'heure actuelle l'Irak est un État arriéré et semi-colonial, alors qu'au Moyen Âge, avant l'invasion dévastatrice des Mongols au XIIIe siècle, ainsi que dans l'Antiquité, la Mésopotamie était l'un des pays les plus riches et les plus peuplés du monde. L'épanouissement de la culture mésopotamienne, par conséquent, ne peut être expliqué uniquement par les conditions naturelles favorables du pays à l'agriculture. Si l'on remonte encore plus loin dans les siècles, il s'avère que le même pays, au 5e et même en partie au 4e millénaire avant notre ère, était un pays de marais et de lacs, envahi par les roseaux, où sur les rives et sur les îles se nichait une population rare, refoulée dans ces lieux inhospitaliers par des tribus plus fortes depuis les contreforts et les steppes. Ce n'est qu'avec le développement ultérieur de la technique néolithique et le passage à l'âge du métal que les plus anciens habitants de la Mésopotamie ont pu exploiter les particularités de l'environnement géographique qui était auparavant défavorable. Avec le renforcement de l'armement technique de l'homme, ces conditions géographiques sont devenues un facteur qui a accéléré le développement historique des tribus qui s'y sont installées. Les plus anciens établissements découverts en Mésopotamie remontent au début du 4e millénaire avant notre ère, à la période de transition du néolithique à l'énolithique. L'un de ces établissements a été mis au jour sous la colline d'El Obeid. Ces collines, Tel,
se sont formés dans la plaine mésopotamienne à l'emplacement d'anciens établissements par l'accumulation progressive de débris de construction, d'argile provenant de briques crues, et ainsi de suite. La population qui vivait ici était déjà sédentaire, connaissait l'agriculture et l'élevage les plus simples, mais la chasse et la pêche jouaient encore un rôle important. La culture était similaire à celle des contreforts, mais plus pauvre. Le tissage et la poterie étaient un été connus. Les outils en pierre prédominaient, mais les objets en cuivre commençaient déjà à apparaître. Les couches inférieures des fouilles d'Uruk remontent environ au milieu du 4e millénaire avant notre ère. À cette époque, les habitants de la Mésopotamie connaissaient les cultures de l'orge et de l'épeautre. Parmi les animaux domestiques figuraient les bœufs, les moutons, les chèvres, les porcs et les ânes. Si les habitations d'El Obeid étaient principalement des huttes de roseaux, des bâtiments relativement grands, construits en briques crues, ont été trouvés lors des fouilles d'Uruk. À cette période, la seconde moitié du 4e millénaire, datent les premières inscriptions pictographiques, dessins, sur des tablettes d'argile, les plus anciens monuments écrits de Mésopotamie. Le plus ancien monument écrit de Mésopotamie, une petite tablette de pierre, est conservé en Union soviétique à l'Ermitage d'État, Leningrad. Les couches des fouilles de la colline de Jemdet Nasr, près d'une autre ancienne ville de Mésopotamie, Kish, ainsi que les couches plus tardives d'Uruk, remontent à la fin du 4e et au tout début du 3e millénaire avant notre ère. Les fouilles montrent que la poterie a atteint un développement significatif ici. Les outils en cuivre sont rencontrés en nombre croissant, bien que les outils en pierre et en os soient encore largement utilisés. La roue était déjà connue et le transport des marchandises s'effectuait non seulement par batte et sur le sol marécageux par traîneau, mais aussi par des transports à roues. Il existait déjà des édifices publics et des temples construits en briques crues, de dimensions et de décorations artistiques considérables. Les premières constructions de temples apparaissent dès le début de la période précédente. Les matériaux de toutes ces fouilles permettent de penser qu'à la fin du 4e millénaire avant notre ère, un rapide processus de stratification de la propriété et de la société s'est déroulé au sein des communautés de la Mésopotamie. Développement de l'agriculture. Les tribus sumériennes qui se sont installées en Mésopotamie ont pu, dès la plus haute Antiquité, commencer dans divers endroits de la vallée à assécher les sols marécageux et à utiliser les eaux de l'Euphrate, puis du bas-Tigre, créant ainsi les bases de l'agriculture irriguée. Le sol alluvial, apporté par les crues, de la vallée était mou et meuble, et les rives étaient d'une basse. Il était donc possible, même avec des outils rudimentaires, de construire des canaux et des réservoirs, des digues et des barrages. La réalisation de tous ces travaux nécessitait une grande quantité de main-d'œuvre. C'est pourquoi elle n'était pas à la portée d'une famille isolée, ni d'une communauté primitive, ni même d'une petite association de communautés similaires. Elle devenait possible à un stade différent et plus élevé de développement social lorsque de nombreuses communautés étaient unifiées. Les travaux de création d'un système d'irrigation n'étaient impossibles qu'à un certain niveau de développement technique, mais ils devaient, à leur tour, nécessairement contribuer au développement ultérieur de la technique agricole ainsi qu'à l'amélioration des outils utilisés pour les travaux de terrassement. Des outils avec des parties métalliques commencent à être utilisés pour les travaux de drainage et d'irrigation. En raison de la croissance du système d'irrigation, une utilisation plus intensive du métal devait entraîner des résultats sociaux très importants. L'augmentation de la productivité du travail entraînait la possibilité de produire un surproduit, ce qui créait non seulement les conditions nécessaires à l'émergence de l'exploitation, mais entraînait également la formation au sein des communautés, menant initialement une économie collective, de familles fortes, intéressées par l'organisation de fermes individuelles indépendantes et cherchant à s'approprier les meilleures terres. Ces familles finirent par constituer l'aristocratie tribale, qui s'empara de la gestion des affaires tribales. Étant donné que l'aristocratie tribale possédait un armement supérieur à celui des membres ordinaires de la communauté, elle commença à s'approprier la majeure partie du butin de guerre, ce qui, à son tour, contribua au renforcement des inégalités de propriété. L'émergence de l'esclavage.
Déjà à la période de la désagrégation du système communautaire primitif, les tribus sumériennes utilisaient le travail des esclaves. Des mentions d'esclaves féminines, puis masculines se trouvent dans des documents datant de la période de la culture de Jemdet Nasr. Mais elles l'utilisaient dans des proportions très limitées. Les premiers canaux d'irrigation étaient creusés par des membres libres des communautés, mais le développement de l'agriculture irriguée à grande échelle a nécessité une quantité importante de main-d'œuvre. Pour la création du réseau d'irrigation et par la suite, des représentants libres de la société travaillaient par corvée, mais le travail des esclaves était de plus en plus utilisé pour les travaux de terrassement. Pour les travaux d'irrigation artificielle, les villes victorieuses faisaient également appel à la population des communautés soumises. En témoigne le poème épique sur le roi Akka de Kish et le roi Gilgamesh d'Uruk, qui reflète les conditions du début du troisième millénaire, selon lequel le roi de la ville de Kish exige de la ville d'Uruk le creusement de grands et petits bassins d'eau dans tout le pays. Dans un tel cas, la population de la ville dépendante se transformait effectivement en personnes asservies. La condition des esclaves dans la société sumérienne la plus ancienne était extrêmement abaissée. Le serviteur était souvent appelé Iji-Nud, c'est-à-dire celui qui ne lève pas les yeux, gardant les yeux baissés devant les hommes libres. Les esclaves étaient sacrifiés aux dieux et aux rois défunts. L'émergence des États. Au début du troisième millénaire avant notre ère, les premiers États apparaissent sur le territoire de la Mésopotamie comme un moyen nécessaire de maintenir les esclaves en soumission et d'assurer à la noblesse esclavagiste, issue de l'aristocratie tribale, sa position dominante dans la société. L'État devait protéger les nouvelles formes de propriété et contribuer au développement ultérieur des relations esclavagistes. Les esclaves appartenaient en partie à la noblesse, en partie à l'État, c'est-à-dire, en fin de compte, aux mêmes propriétaires d'esclaves. Une partie du territoire aménagé, irrigué par les crues des fleuves, n'était plus la propriété collective des communautés individuelles, mais la propriété de l'État. La propriété des outils de travail et du bétail était privée, et il ne pouvait plus être question d'égalité à cet égard. Avec l'apparition de l'État, l'économie du temple d'une propriété tribale commune est devenue essentiellement une propriété d'État. La production de l'économie du temple servait principalement à l'entretien de l'appareil d'État et du clergé. Les représentants de la noblesse esclavagiste occupaient tous les postes d'État, ainsi que les principales fonctions sacerdotales. Ainsi, en plus de posséder leurs grandes exploitations, ils pouvaient utiliser à leur propre fin ce qui était propriété de l'État et avant tout la terre. Indubitablement, ces États étaient encore très primitifs et les vestiges des relations communautaires primitives étaient encore très forts dans la vie sociale. Si même dans les États esclavagistes les plus développés d'une époque considérablement plus tardive, la société ne se composait pas uniquement d'esclaves et de propriétaires d'esclaves, alors cela s'applique d'autant plus à la société esclavagiste au premier stade de sa formation. La majorité de la population de la Mésopotamie, non seulement au début du troisième millénaire avant notre ère, mais aussi bien plus tard, était sans aucun doute composée de membres de la communauté. Mais les membres de la communauté n'étaient dès de plus, comme auparavant, indépendants. Les contributions qu'ils versaient auparavant au trésor tribal de leur propre consentement se transformaient désormais en un impôt d'État obligatoire et leur travail pour les besoins publics se transformait en une lourde corvée, en un travail pour la couche supérieure exploitante de la société et pour les besoins de l'appareil d'État qui était entre ses mains. Les paysans libres conservaient cependant la possession effective de la majeure partie des terres cultivées. Le processus de leur dépossession fut très long du fait que la possession de la terre était collective, et il était difficile et ardu de retirer la terre à la communauté tant qu'elle restait solide et unie. Les paysans libres constituaient la principale force productive de la population sur le territoire devenu propice à l'agriculture. Dans un premier temps, ils furent également la principale force militaire de la milice. La structure de l'État conserva encore pendant un certain temps des éléments formels de la démocratie tribale. L'Assemblée populaire ou Assemblée des guerriers, le Conseil des anciens continuèrent d'exister.
Au fur et à mesure du développement des rapports de production esclavagistes, de la désagrégation de la communauté et de la chute du rôle des paysans libres, nombre de ces formes dépassées furent pratiquement abandonnées. Le pouvoir se retrouva sans partage entre les mains de la classe des propriétaires d'esclaves et l'ancien chef tribal se transforma progressivement en roi. La carte politique de Sumer au début du troisième millénaire avant notre ère. La plus ancienne histoire de Sumer. Au début du troisième millénaire avant notre ère, la Mésopotamie n'était pas encore politiquement unifiée et sur son territoire se trouvaient plusieurs dizaines de petites cités-États. Les villes de Sumer, construites sur des collines et entourées de murs, devinrent les principaux porteurs de la civilisation sumérienne. Elles se composaient de quartiers ou, plus précisément, de villages distincts, issus des anciennes communautés dont la fusion donnait naissance aux villes sumériennes. Le centre de chaque quartier était le temple du dieu local, qui était le seigneur de tout le quartier. Le dieu du quartier principal de la ville était vénéré comme le maître de toute la ville. Sur le territoire des cités-États sumériennes, aux côtés des villes principales, il y avait d'autres colonies, dont une partie avait été soumise par la force des armes aux villes principales. Elles étaient politiquement dépendantes de la ville principale, dont la population possédait peut-être plus de droits que la population de ses périphéries. La population de ces cités-États était peu nombreuse et, dans la plupart des cas, ne dépassait pas 40 à 50 000 personnes. Entre les cités-États individuelles se trouvaient de nombreuses terres non aménagées, car il n'existait pas encore de grands et complexes ouvrages d'irrigation, et la population se regroupait à proximité des rivières, autour d'ouvrages d'irrigation de caractère local. Dans les parties intérieures de cette vallée, située trop loin de toute source d'eau, il restait, même à une époque plus tardive, d'importantes étendues de terres non cultivées. À l'extrême sud-ouest de la Mésopotamie, là où se trouve maintenant le site d'Abou Sharein, était située la ville d'Éridu. D'Éridu, qui se trouvait sur la rive de la mer Agitée et qui est maintenant éloignée de la mer d'environ 110 km, était liée la légende de l'origine de la culture sumérienne. Selon des traditions ultérieures, Eridu était également le centre politique le plus ancien du pays. Pour l'instant, nous connaissons le mieux la culture sumérienne la plus ancienne sur la base des fouilles déjà mentionnées du Tell d'El-Obeid, situé à environ 18 km au nord-est d'Eridu. À 4 km à l'est de la colline d'El-Obeid se trouvait la ville d'Our, qui a joué un rôle important dans l'histoire de Sumer. Au nord d'Our, également sur les rives de l'Euphrate, se trouvait la ville de Larsa, apparue probablement quelque temps plus tard. Au nord-est de Larsa, sur les rives du Tigre, se trouvait Lagash, qui a laissé des sources historiques précieuses et a joué un rôle important dans l'histoire de Sumer au troisième millénaire avant notre ère, bien que des traditions ultérieures, reflétées dans la liste des dynasties royales, ne le mentionnent pas du tout. L'adversaire constant de Lagash, la ville d'Umma, se trouvait au nord de celle-ci. De cette ville, nous sont parvenus de précieux documents de comptabilité économique qui constituent une base fiable pour déterminer l'ordre social de Sumer. La ville d'Uruk, sur l'Euphrate, a joué un rôle exceptionnel dans l'histoire de l'unification du pays, aux côtés de la ville d'Umma. Ici, lors des fouilles, une ancienne culture, succédant à la culture d'El-Obeid, a été découverte, et les plus anciens monuments écrits ont été trouvés, montrant les origines pictographiques de l'écriture cunéiforme sumérienne, c'est-à-dire une écriture composée de signes de forme conventionnelle, sous forme d'empreintes en forme de coins sur de l'argile. Au nord d'Uruk, sur les rives de l'Euphrate, se trouvait la ville de Shuruppak, d'où venait Ziusudra, Utnapishtim, le héros du mythe sumérien du déluge. Presque au centre de la Mésopotamie, un peu au sud de l'endroit où les deux fleuves se rapprochent le plus l'un de l'autre, se trouvait Nippur sur l'Euphrate, le sanctuaire central de tout Sumer. Mais Nippur, semble-t-il, n'a jamais été le centre d'un État d'une importance politique sérieuse. Dans la partie nord de la Mésopotamie, sur les rives de l'Euphrate, se trouvait la ville de Kish, où de nombreux monuments remontant encore à la période sumérienne de l'histoire de la partie nord de la Mésopotamie ont été trouvés lors des fouilles des années 20 de notre siècle. Dans le nord de la Mésopotamie, sur les rives de l'Euphrate, se trouvait également la ville de Sippar.
Selon la tradition sumérienne ultérieure, la ville de Sippar était l'une des villes principales de la Mésopotamie dès la plus haute antiquité. En dehors de la vallée se trouvaient également plusieurs villes anciennes, dont les destins historiques étaient étroitement liés à l'histoire de la Mésopotamie. L'un de ces centres était la ville de Mari, sur le cours moyen de l'Euphrate. Dans les listes des dynasties royales, établies à la fin du IIIe millénaire, il est également fait mention de la dynastie de Mari, qui aurait régné sur toute la Mésopotamie. La ville d'Eshnouna, située dans la plaine inondable au sud du tributaire gauche du Tigre, la Diyala, à 35 km au nord-est de l'actuel Bagdad, a joué un rôle non négligeable dans l'histoire de la Mésopotamie. La ville d'Eshnouna servait de lien commercial aux villes sumériennes avec les tribus des montagnes du nord-est. La ville d'Assur, sur le cours moyen du Tigre, qui devint plus tard le centre de l'État assyrien, servait quant à elle d'intermédiaire dans le commerce des villes sumériennes avec les régions du nord. Ici, probablement dès des temps très anciens, se sont installés de nombreux marchands sumériens qui y ont apporté des éléments de la culture sumérienne. La migration des Sémites en Mésopotamie. La présence de plusieurs mots sémitiques dans les anciens textes sumériens témoigne de très anciens contacts entre les Sumériens et les tribus sémitiques pastorales. Ensuite, les tribus sémitiques apparaissent sur le territoire habité par les Sumériens. Dès le milieu du IIIe millénaire, dans le nord de la Mésopotamie, les Sémites commencèrent à apparaître comme les héritiers et continuateurs de la culture sumérienne. La plus ancienne des villes fondées par les Sémites, bien plus tard que les villes sumériennes les plus importantes n'eurent été fondées, fut Akkad, située sur le fleuve Euphrate, probablement non loin de la ville de Kish. Akkad devint la capitale d'un État qui fut le premier unificateur de toute la Mésopotamie. L'importance politique énorme d'Akkad est visible du fait que même après la chute du royaume d'Akkad, la partie nord de la Mésopotamie continua à s'appeler Akkad, tandis que la partie sud conserva le nom de Sumer. Parmi les villes fondées déjà par les Sémites, il faut probablement compter aussi la ville d'Issine, qui, comme on le suppose, était située non loin de la ville de Nippur. Le rôle le plus important dans l'histoire du pays est revenu à la plus jeune de ces villes, Babylone, qui se trouvait sur les rives de l'Euphrate, au sud-ouest de la ville de Kish. L'importance politique et culturelle de Babylone n'a cessé de croître au fil des siècles, à partir du deuxième millénaire avant notre ère. Au premier millénaire avant notre ère, son éclat a tellement éclipsé toutes les autres villes du pays que les Grecs ont commencé à appeler toute la Mésopotamie la Babylonie, du nom de cette ville. Les documents les plus anciens dans l'histoire de Sumer. Les fouilles des dernières décennies permettent de retracer le développement des forces productives et les changements dans les relations de production dans les États de la Mésopotamie bien avant leur unification dans la seconde moitié du troisième millénaire avant notre ère. Les fouilles ont également offert à la science des listes de dynasties royales qui ont régné dans les États de la Mésopotamie. Ces monuments ont été écrits en langue sumérienne au début du deuxième millénaire avant notre ère dans les États d'Issine et de Larsa, sur la base d'une liste établie environ 200 ans auparavant dans la ville de Ur. Ces listes royales ont fortement reflété les traditions locales des villes dans lesquelles les listes ont été établies ou retravaillées. Néanmoins, en tenant compte de cela de manière critique, il est tout de même possible de baser les listes parvenues jusqu'à nous sur l'établissement d'une chronologie plus ou moins précise de l'histoire la plus ancienne de Sumer. Pour les époques les plus reculées, la tradition sumérienne est si légendaire qu'elle n'a pratiquement aucune valeur historique. Il était déjà connu d'après les données de Béroz, prêtre babylonien du IIIe siècle avant notre ère, qui a compilé un ouvrage de synthèse sur l'histoire de la Mésopotamie en langue grecque, que les prêtres babyloniens divisaient l'histoire de leur pays en deux périodes, avant le déluge et après le déluge. Béroz, dans sa liste de dynasties avant le déluge, compte 10 rois qui ont régné pendant 432 000 ans. Le nombre d'années de règne des rois avant le déluge, mentionné dans les listes compilées au début du deuxième millénaire à Isine et à Lars, est tout aussi fantastique. Les nombres d'années de règne des rois des premières dynasties après le déluge sont également fantastiques.
Lors des fouilles des ruines de l'ancien Uruk et de la colline de Jemdet Nasr, comme il a déjà été indiqué, des documents de comptabilité des temples ont été trouvés, conservant, en tout ou en partie, l'aspect pictographique de l'écriture. Dès les premiers siècles du troisième millénaire, l'histoire de la société sumérienne peut être reconstituée non seulement à partir de monuments matériels, mais aussi à partir de sources écrites. L'écriture des textes sumériens a commencé à cette époque à évoluer vers l'écriture cunéiforme, caractéristique de la Mésopotamie. Ainsi, sur la base de tablettes découvertes à Ur et datant du début du troisième millénaire avant notre ère, on peut supposer que le souverain de Lagash était reconnu comme roi à cette époque. Parallèlement, les tablettes mentionnent le Sangha, c'est-à-dire le grand prêtre d'Ur. Peut-être que d'autres villes mentionnées dans les tablettes d'Ur étaient soumises au roi de Lagash. Mais vers l'an 2850 avant notre ère, Lagash a perdu son indépendance et est devenue apparemment dépendante de Shuruppak, qui avait commencé à jouer un rôle politique majeur à cette époque. Les documents témoignent que les guerriers de Shuruppak étaient en garnison dans plusieurs villes de Sumer, à Uruk, à Nippur, à Adab, situées sur l'Euphrate au sud-est de Nippur, à Umma et à Lagash. La vie économique. Les produits agricoles étaient sans aucun doute la principale richesse de Sumer, mais parallèlement à l'agriculture, l'artisanat commence à jouer un rôle relativement important. Les plus anciens documents d'Ur, de Shuruppak et de Lagash mentionnent des représentants de divers métiers. Les fouilles des tombes de la première dynastie royale d'Ur, approximativement les 27e, 26e siècles avant notre ère, ont révélé le grand savoir-faire des bâtisseurs de ces tombes. Dans les tombes elles-mêmes, avec un grand nombre de membres de la suite du défunt tué, possiblement des esclaves, hommes et femmes, ont été trouvés des casques, des haches, des poignards et des lances en or, en argent et en cuivre, témoignant du haut niveau de la métallurgie sumérienne. De nouvelles méthodes de travail des métaux se développent, le repoussé, la gravure, le grain. L'importance économique du métal ne cesse de croître. L'art des orfèvres témoigne des magnifiques bijoux qui ont été trouvés dans les tombes royales de la ville d'Ur. En raison de l'absence totale de gisements de minerais métalliques en Mésopotamie, la présence d'or, d'argent, de cuivre et de plomb dès la première moitié du troisième millénaire avant notre ère témoigne du rôle important des échanges dans la société sumérienne de cette époque. En échange de laine, de tissus, de céréales, de dattes et de poissons, les Sumériens recevaient également de la pierre et du bois. Le plus souvent, bien sûr, il s'agissait soit d'un échange de cadeaux, soit d'expéditions mi-commerciales, mi-pillage. Mais il faut penser que déjà à cette époque, il y avait parfois un véritable commerce, mené par les Tamkars, agents commerciaux des temples, du roi et de la noblesse esclavagiste qui l'entourait. Les échanges et le commerce ont favorisé l'émergence de la circulation monétaire en Sumer, bien que l'économie soit restée fondamentalement de nature d'échange. Déjà, les documents de Shuruppak montrent que le cuivre servait de mesure de valeur, et par la suite, l'argent a joué ce rôle. La première moitié du troisième millénaire avant notre ère fait référence à des cas d'achat et de vente de maisons et de terres. Outre le vendeur de la terre ou de la maison, qui recevait le paiement principal, les textes mentionnent également les soi-disant dits mangeurs du prix d'achat. Il s'agissait manifestement de voisins et de parents du vendeur, auxquels un supplément était versé. Dans les documents susmentionnés, le règne des normes du droit coutumier se manifestait encore lorsque tous les représentants des communautés rurales avaient droit à la terre. Le scribe qui enregistrait la vente recevait également un paiement. Le niveau de vie des anciens Sumériens était encore bas. Parmi les huttes du peuple simple, les maisons de la noblesse se distinguaient, cependant non seulement la population la plus pauvre et les esclaves, mais aussi les gens d'un niveau de richesse moyen pour l'époque s'entassaient dans de minuscules maisons en briques crues, où des nattes, des faisceaux de roseaux remplaçant les sièges et de la poterie en argile constituaient presque tout le mobilier et les ustensiles. Les habitations étaient incroyablement entassées. Elles étaient situées dans un espace étroit à l'intérieur des murs de la ville. Pas moins d'un quart de cet espace était occupé par le temple et le palais du dirigeant avec les bâtiments administratifs attenants. La ville abritait de grands greniers publics soigneusement construits.
L'un de ces greniers a été mis au jour dans la ville de Lagash, dans une couche remontant approximativement à l'an 2600 avant notre ère. Les vêtements des Sumériens consistaient en pagnes et en grossiers manteaux de laine ou en un morceau rectangulaire de tissu enroulé autour du corps. Les outils de travail primitifs, housses avec des pointes en cuivre, meules en pierre, utilisés par la masse de la population rendaient le travail extraordinairement pénible. La nourriture était maigre. Un esclave recevait environ 1 litre d'orge par jour. Les conditions de vie et le quotidien de la classe dominante étaient, bien entendu, différents, mais même la noblesse n'avait pas de nourriture plus raffinée que du poisson, des galettes d'orge et occasionnellement de blé ou du porridge, de l'huile de sésame, des dattes, des fèves, de l'ail et, pas tous les jours, de l'agneau. Bien qu'une série d'archives de temples nous soit parvenue de la Mésopotamie antique, y compris celles remontant encore à la période de la culture de Djemdet Nasr, seules les relations sociales reflétées dans les documents d'un seul des temples du XXIVe siècle avant notre ère ont été suffisamment étudiées. Selon l'un des points de vue les plus répandus dans la science soviétique, les terres entourant la ville sumérienne étaient à cette époque divisées entre les terres naturellement irriguées et les hautes terres nécessitant une irrigation artificielle. De plus, il y avait aussi des champs dans les marais, c'est-à-dire sur des territoires qui ne séchaient pas après la crue, et nécessitaient donc des travaux de drainage supplémentaires pour y créer un sol propice à l'agriculture. Une partie des terres naturellement irriguées était la propriété des dieux, et au fur et à mesure que l'économie du temple passait sous la direction de leur substitut, le roi devenait de fait royal. Il est évident que les hautes terres et les champs marais, jusqu'au moment de leur mise en culture, constituaient avec la steppe cette terre sans propriétaire mentionnée dans l'une des inscriptions du dirigeant de Lagash, Entemena. La mise en culture des hautes terres et des champs, marais, nécessitait d'importantes dépenses de travail et de moyens, c'est pourquoi des relations de propriété héréditaire s'y sont progressivement développées. C'est apparemment de ces propriétaires non nobles des hautes terres à Lagash dont parlent les textes datant du XXIVe siècle avant notre ère. L'apparition de la propriété héréditaire a contribué à la destruction interne de l'agriculture collective des communautés rurales. Certes, au début du troisième millénaire, ce processus était encore très lent. Les terres des communautés rurales étaient depuis toujours situées sur un territoire naturellement irrigué. Bien sûr, tout le territoire naturellement irrigué n'était pas réparti entre les communautés rurales. Elles avaient leur lot sur ces terres, sur les champs desquels ni le tsar ni les temples ne menaient leur propre exploitation. Seules les terres qui n'étaient pas en possession directe du souverain ou des dieux étaient découpées en lots, individuels ou collectifs. Les lots individuels étaient répartis entre la noblesse et les représentants de l'appareil d'État et du temple, tandis que les lots collectifs restaient la propriété des communautés rurales. Les hommes adultes des communautés étaient organisés en groupes distincts qui, tant à la guerre qu'aux travaux agricoles, agissaient conjointement, sous la direction de leurs anciens. À Chouroupak, ils étaient appelés Gouroch, c'est-à-dire les forts, les braves. À Lagash, au milieu du troisième millénaire, ils étaient appelés Choublougal, les subordonnés du tsar. Selon certains chercheurs, les subordonnés du tsar n'étaient pas des membres de la communauté, mais des travailleurs de l'exploitation du temple déjà détachés de la communauté, mais cette hypothèse reste controversée. D'après certaines inscriptions, il n'est pas absolument nécessaire de considérer les subordonnés du tsar comme le personnel d'un temple quelconque. Ils pouvaient aussi travailler sur la terre du tsar ou du souverain. Nous avons des raisons de penser qu'en cas de guerre, les subordonnés du tsar étaient incorporés dans l'armée de Lagash. Les lots transmis à des particuliers ou, dans certains cas, à des communautés rurales étaient de petite taille. Même les lots de la noblesse à cette époque ne dépassaient que quelques dizaines d'hectares. Certains lots étaient cédés gratuitement, tandis que d'autres l'étaient, moyennant une taxe équivalent à un 6e, un 8e de la récolte. Les propriétaires de parcelles travaillaient dans les champs des exploitations du temple, plus tard également royales, généralement pendant 4 mois. Le bétail de trait,
ainsi que la charrue et d'autres outils de travail, leur étaient fournis par l'exploitation du temple. Ils cultivaient également leurs propres champs à l'aide du bétail du temple, car ils ne pouvaient pas garder de bétail sur leurs petites parcelles. Pendant 4 mois de travail dans l'exploitation du temple ou royal, ils recevaient de l'orge, en petite quantité de l'épeautre, de la laine, et pendant le reste du temps, c'est-à-dire pendant 8 mois, ils se nourrissaient de la récolte de leurs parcelles. Les esclaves travaillaient toute l'année. Les prisonniers capturés pendant la guerre étaient réduits en esclavage, les esclaves étaient acquis par des tamkars, agents commerciaux des temples ou du roi, en dehors de l'état de Lagash. Leur travail était utilisé pour les travaux de construction et d'irrigation. Ils assuraient la garde des champs contre les oiseaux et étaient également utilisés dans le jardinage et en partie dans l'élevage. Leur travail était également appliqué à la pêche, qui continuait à jouer un rôle important. Les conditions dans lesquelles vivaient les esclaves étaient extrêmement difficiles et par conséquent, la mortalité parmi eux était énorme. La vie d'un esclave avait peu de valeur. Il existe des données sur le sacrifice d'esclaves. Les guerres pour l'hégémonie en Sumer. Au fur et à mesure de la mise en valeur des terres de plaine, les frontières des petits États sumériens commencent à se toucher. Une lutte acharnée se déroule entre les États individuels pour la terre, pour les têtes des installations d'irrigation. Cette lutte remplit l'histoire des États sumériens dès la première moitié du 3e millénaire avant notre ère. La volonté de chacun d'eux de prendre le contrôle de l'ensemble du réseau d'irrigation de la Mésopotamie a conduit à la lutte pour l'hégémonie en Sumer. Dans les inscriptions de cette époque, on rencontre 2 titres différents pour les dirigeants des États de Mésopotamie, Lugal et Ansi. Certains chercheurs lisent ce titre Patési. Le premier des titres, comme on peut le supposer, il existe d'autres interprétations de ces termes, désignait un chef de cité-État sumérienne indépendant de quiconque. Le terme Patési, qui était peut-être à l'origine un titre sacerdotal, désignait le dirigeant d'un État qui reconnaissait la domination d'un autre centre politique sur lui. Un tel dirigeant jouait principalement le rôle de grand prêtre dans sa ville, le pouvoir politique appartenant au Lugal de l'État auquel il, le Patési, était soumis. Le Lugal, roi d'une cité-État sumérienne, n'était pas encore roi sur les autres villes de Mésopotamie. C'est pourquoi, en Sumer, dans la première moitié du 3e millénaire, il existait plusieurs centres politiques dont les chefs portèrent le titre de roi, Lugal. L'une de ces dynasties royales de Mésopotamie s'est établie au 27e, 26e siècles avant notre ère, ou un peu plus tôt, dans la ville d'Ur, après que Shuruppak a perdu sa position dominante précédente. Avant cette période, la ville d'Ur était dépendante de la ville voisine d'Uruk, qui occupe l'une des premières places dans les listes royales. Pendant plusieurs siècles, à en juger par les mêmes listes royales, la ville de Kish a également eu une grande importance. La légende de la lutte entre Gilgamesh, roi d'Uruk, et Akka, roi de Kish, a été mentionnée ci-dessus, faisant partie du cycle des poèmes épiques sumériens sur le héros Gilgamesh. La puissance et la richesse de l'État créé par la première dynastie de la ville d'Ur sont attestées par les monuments qu'elle a laissés. Les tombes royales susmentionnées, avec leur riche inventaire, armes et ornements remarquables, témoignent du développement de la métallurgie et des perfectionnements dans le travail des métaux, cuivre et or. Des mêmes tombes nous sont parvenus d'intéressants monuments d'art, comme par exemple l'étendard, plus précisément un dais portatif, avec des représentations de scènes de guerre réalisées en technique de mosaïque. Des objets d'art appliqués d'un grand perfectionnement ont également été mis au jour. Les tombes attirent également l'attention en tant que monuments de l'art de construire, car nous y trouvons l'application de formes architecturales telles que la voûte et l'arc. Au milieu du 3e millénaire avant notre ère, Kish prétendait également à la suprématie en Sumer. Mais Lagash s'est ensuite imposé. Sous le Patési de Lagash, et Anatum, vers 2470 avant notre ère, l'armée d'Uma fut vaincue dans une bataille sanglante lorsque le Patési de cette ville, soutenu par les rois de Kish et d'Akshak, osa violer l'ancienne frontière entre Lagash et Umma.
Eannatum a immortalisé sa victoire dans une inscription qu'il a gravée sur une grande plaque de pierre ornée de représentations. Elle montre Ningirsu, le dieu principal de la ville de Lagash, jetant un filet sur l'armée des ennemis, l'avancée victorieuse de l'armée de Lagash, son retour triomphal de campagne, et ainsi de suite. La plaque d'Eannatum est connue dans la science sous le nom de stèle des vautours, d'après l'une de ses représentations qui montre le champ de bataille où des vautours déchirent les cadavres des ennemis tués. À la suite de sa victoire, Eannatum a rétabli la frontière et récupéré les terres fertiles précédemment capturées par les ennemis. Eannatum a également réussi à remporter une victoire sur les voisins orientaux de Sumer, sur les montagnards de l'Élam. Les succès militaires d'Eannatum, cependant, n'assurèrent pas une paix durable à Lagash. Après sa mort, la guerre avec Umma reprit. Elle fut conclue victorieusement par Entemena, neveu d'Eannatum, qui repoussa également avec succès les raids des Élamites. Sous ses successeurs, Lagash commença à s'affaiblir, se soumettant à nouveau, apparemment, à Kish. Mais la domination de ce dernier fut également de courte durée, peut-être en raison de la pression croissante des tribus sémitiques. Dans la lutte contre les villes du sud, Kish commença également à subir de lourdes défaites. La croissance des forces productives et les guerres constantes qui se déroulaient entre les États de Sumer créèrent les conditions propices au perfectionnement de la technique militaire. Nous pouvons juger de son développement en comparant deux monuments remarquables. Le premier, le plus ancien, est l'étendard, mentionné ci-dessus, trouvé dans l'une des tombes d'Our. Il était orné d'images en mosaïque sur 4 côtés. La face avant représente des scènes de guerre, la face arrière des scènes de triomphe après la victoire. Sur la face avant, dans le registre inférieur, sont représentés des chars tirés par des attelages de 4 ânes, foulant aux pieds des ennemis étendus. Dans la caisse du char à 4 roues se tenaient un cocher et un guerrier armés d'une hache, protégés par un bouclier à l'avant de la caisse. Un carquois rempli de javelots était attaché à l'avant de la caisse. Dans le deuxième registre, à gauche, est représentée l'infanterie, armée de courtes lances lourdes, avançant en ordre dispersé sur l'ennemi. Les têtes des guerriers, ainsi que celles du cocher et du guerrier dans le char, sont protégées par des casques. Le torse des fantassins était protégé par un long manteau, peut-être en cuir. À droite sont représentés des guerriers légèrement armés, achevant les ennemis blessés et emmenant les prisonniers. Il faut supposer que le roi et la haute noblesse qui l'entouraient combattèrent sur les chars. Le développement ultérieur de la technologie militaire sumérienne s'est orienté vers le renforcement de l'infanterie lourdement armée, qui pouvait avec succès remplacer même les chars. Ce nouveau stade dans le développement des forces armées de Sumer est attesté par la stèle des vautours, d'Eannatum, déjà mentionnée. Sur l'une des représentations de la stèle, une phalange compacte de 6 rangs d'infanterie lourdement armée est présentée au moment de son offensive écrasante contre l'ennemi. Les combattants sont armés de lances lourdes. Les têtes des combattants sont protégées par des casques, et le torse, du cou jusqu'aux pieds, est couvert de grands boucliers rectangulaires, si lourds qu'ils étaient nés d'apporter par des porte-boucliers spéciaux. Les chars, sur lesquels combattait auparavant la noblesse, avaient presque disparu. Désormais, la noblesse combattait à pied, dans les rangs de la phalange lourdement armée. L'armement des phalangites sumériens était si coûteux qu'il ne pouvait être possédé que par des personnes disposant d'une parcelle de terre relativement grande. Les personnes ayant de petites parcelles de terre servaient dans l'armée comme fantassins légèrement armés. Il est évident que leur valeur au combat était considérée comme faible. Ils achevaient seulement l'ennemi déjà vaincu, et l'issue du combat était décidée par la phalange lourdement armée. Exacerbation des contradictions de classe en Sumer. Lutte de classe à Lagash. La lutte entre les membres libres de la communauté et la noblesse esclavagiste, ainsi qu'entre différents groupes de la classe dominante, remplit la période de formation du système esclavagiste, la période de constitution et de développement de l'État esclavagiste en Sumer. Les guerres incessantes entre les États sumériens, qui pesaient lourdement sur les larges masses populaires, ont à leur tour contribué à l'exacerbation de cette lutte.
Les sources pour l'étude de cette lutte ont été conservées sous la forme de documents de comptabilité économique de l'un des temples de la ville de Lagash au début du XXIVe siècle avant notre ère, ainsi que dans les inscriptions historiques de l'un des dirigeants de Lagash de la même époque, Urukagina, qui y annonçait une série de ses réformes. Les documents de comptabilité économique des prédécesseurs d'Urukagina témoignent de la croissance continue de la puissance économique du Patési et de la noblesse qui l'entourait. S'appuyant sur leur puissance économique et utilisant souvent une violence flagrante, les Patésis et la noblesse tentaient de s'assurer la domination sur les communautés affaiblies. Cela s'est reflété de manière particulière dans la terminologie des documents de comptabilité économique. Si auparavant une partie des biens de l'État de Lagash, l'économie du temple, terre, bétail, esclaves et autres, était appelée la propriété des dieux principaux de l'État, Ningirsu, son épouse Bao et leur fils, et n'était gérée que par le Patési, alors sous les prédécesseurs immédiats d'Urukagina, ces domaines étaient déclarés propriété du Patési lui-même, de son épouse et de ses enfants. Ainsi, le Patési et la noblesse qui le soutenaient utilisaient les terres et autres biens des temples du dieu Ningirsu et des divinités qui y sont associées exclusivement pour eux-mêmes, ne fournissant plus rien au peuple. Quant aux possessions des temples dans les banlieues de la région de Lagash, bien que les Patésis ne se soient pas déclarés propriétaires de leur économie, ils y ont néanmoins imposé leurs lourdes mains. Ils utilisaient donc le bétail de ces temples pour cultiver leurs propres terres, prenaient le bétail de trait aux grands prêtres, et les céréales de ceux-ci étaient gérées par les fonctionnaires du Patési. Les terres des temples, conformément aux droits coutumiers établis depuis des siècles, étaient louées à des agriculteurs libres, à condition qu'ils paient un impôt modéré. Désormais, des impôts supplémentaires étaient exigés au profit du Patési et de la noblesse qui le soutenaient. En raison du fait que, dans les siècles précédents, les Patésis et la noblesse avaient confisqué une partie des terres communales, ainsi qu'en raison de la croissance démographique continue, la parcelle de terre du paysan libre travaillant pour le temple a été réduite à un demi-hectare. Une telle parcelle ne pouvait nourrir qu'une petite famille d'agriculteurs. Dans le même temps, l'utilisation du travail des membres de la communauté a considérablement diminué. Auparavant, ils travaillaient 4 mois sur les terres domaniales du temple, recevant en échange une ration, un complément à la maigre récolte de leurs minuscules lopins de terre. Les Patés et la noblesse considéraient mal les marins, les pêcheurs et les bergers, qui payaient eux-mêmes les impôts dus, non pas comme des personnes menant une économie indépendante, mais comme des travailleurs sur des terres directement possédées et gérées par la noblesse. Les Patés affectaient à leurs navires, aux filets des pêcheurs, aux troupeaux des bergers leurs propres fonctionnaires, qui percevaient sur place les impôts. De tels fonctionnaires exigeaient également des impôts en grains des prêtres sur leurs lopins de terre situés sur des terres marécageuses. Les serviteurs secondaires du culte, propriétaires de lopins sur des terres marécageuses, étaient issus du peuple et s'occupaient de l'entretien technique du culte, par opposition aux prêtres, représentants de la noblesse, qui accomplissaient les principaux rites du culte et avaient des fonctions de surveillance économique générale dans les temples. La noblesse, membre de la collégium du temple des temples centraux de Lagash, imposait de lourdes taxes aux grands prêtres des temples des faubourgs de la région de Lagash, ce qui, bien entendu, provoquait le mécontentement de la population des faubourgs qui, en réalité, payait toutes ces taxes. Les Patés et la noblesse ont également détruit l'ancien système judiciaire coutumier des communautés, comme en témoigne le texte suivant de l'inscription d'Urukagina. Depuis la frontière nord du domaine de Ningirsu jusqu'à la mer, des fonctionnaires de justice ont été établis. Les jeunes frères des membres de la communauté, subordonnés du roi, qui remplaçaient leurs frères aînés dans les travaux d'État et de temple si nécessaires, devinrent maintenant, à la demande des Patés et de la noblesse, comme le note l'une des inscriptions, travailler sur une quelconque installation d'irrigation sans recevoir de rémunération pour cela. Les artisans devaient payer une taxe spéciale, probablement lourde, appelée la taxe de la main. La noblesse s'appuyait sur le noyau de l'armée,
recrutés désormais principalement parmi la noblesse et les représentants les plus riches de la population libre. Cette partie privilégiée de l'armée s'appelait les guerriers patésis, par opposition à la milice du peuple, les détenteurs ordinaires de l'eau de terre du roi ou du temple, dont les représentants étaient appelés les inférieurs. Les représentants de la classe dominante pillaient le guerrier inférieur et sa veuve, prenèrent le bétail et les maisons des subordonnés du roi, contrôlaient la distribution de l'eau du puits creusé par le travail des subordonnés du roi sur le territoire des hautes terres. La noblesse exerçait une tyrannie illimitée sur le peuple, tant par la tromperie dans la perception des impôts que par l'usure, et enfin par la simple violence envers les veuves et les orphelins et tous les économiquement faibles. La noblesse n'hésitait même pas au pillage et aux meurtres ouverts. Le nombre de citoyens à part entière de Lagash au XXVe siècle avant notre ère semble avoir été d'environ 3600 personnes. Ils étaient opposés, sans compter les esclaves, à plusieurs dizaines de milliers de populations libres, mais non plénipotentiaires. Coup d'État à Lagash. Finalement, les larges couches du peuple, les « enfants de Lagash », membres des communautés rurales, petits propriétaires des champs supérieurs, guerriers inférieurs, artisans, prêtres n'appartenant pas à la noblesse, le clergé des temples des faubourgs, la population de ces derniers et ainsi de suite, se sont révoltés contre les mesures du patési et de la noblesse de Lagash, visant à asservir le peuple. Le peuple était fort par son nombre et connaissait les affaires militaires, car il participait à la milice. Les masses populaires ont trouvé un chef en la personne d'Urukagina, l'un des grands hommes de Lagash. Son père était un certain Engilsa, mentionné dans l'une des inscriptions d'un prédécesseur d'Urukagina comme un haut dignitaire de Lagash. Si tel était bien le cas, Urukagina a pu se ranger du côté du peuple afin d'obtenir avec son aide le pouvoir que son père avait autrefois possédé, ou même encore plus. Le coup d'État fut un succès et Urukagina, ayant destitué le dirigeant Lugalandu, mais sans tuer ni lui ni sa femme, devint le patési de Lagash. Cet événement trouva son reflet dans les tablettes de comptabilité économique de la première année de son règne, lorsqu'il se nommait encore patési et non roi Lugal de Lagash. Nous apprenons d'elle que la masse principale des membres de la communauté reçut alors une distribution 2 fois plus importante de leur ration mensuelle que lors de la dernière année du règne de Lugalandu. Ce fut, manifestement, une récompense pour les membres de la communauté pour leur soutien lors du coup d'État. En punition pour le soutien à Lugalandu, le nombre de guerriers lourdement armés recevant une ration fut réduit de 3 fois. Urukagina ne conserva qu'une petite partie d'entre eux qui, il faut le penser, passèrent tête de son côté, ayant trahi Lugalandu. En remerciement pour cela, elle fut récompensée par une ration 4 fois plus importante que celle que les guerriers lourdement armés recevaient sous Lugalandu. Au moment où Urukagina s'empara du pouvoir de Patési à Lagash, vers 2370 avant notre ère, la ville de Kish, au nord de la Mésopotamie, s'affaiblit et commença à perdre sa suprématie. Urukagina pouvait désormais compter sur la libération complète de Lagash de toute dépendance vis-à-vis de Kish et se déclarer ainsi Lugal de Lagash. À cette fin, parallèlement à la construction de temples et au creusement de canaux, il renforça par un mur puissant la partie principale de Lagash, le quartier de Girsu, où s'élevait le grand temple de Ningirsu, dieu principal de la cité-État. Durant la 2e année de son règne, Urukagina se déclara roi et nomma cette année la première année de son règne. C'est durant cette année de son règne qu'Urukagina semble avoir rédigé son inscription principale, dans laquelle il raconte ses travaux de construction, la situation difficile du peuple sous ses prédécesseurs et énumère ses réformes visant à alléger la condition des larges couches de la population. Les réformes d'Urukagina. Le chapitre de cette inscription, consacré aux réformes d'Urukagina, commence par indiquer que, malgré tous les abus de ses prédécesseurs, la loi divine existait. Il fut mis en œuvre à Lagash par Urukagina. Lorsque Ningirsu, le guerrier d'Enlil, confia le royaume de Lagash à Urukagina et manifesta sa puissance devant 36 000 hommes, il mit en œuvre les anciennes décisions divines. Lui, Urukagina, il établit la parole que son roi Ningirsu avait prononcée.
Le nouveau Patési de Lagash a supprimé les fonctionnaires percepteurs de tribus des domaines qui n'étaient pas sous la gestion directe de l'État, mais les a laissés dans les communautés rurales. Quant aux terres des 3 dieux principaux de Lagash, terres sur lesquelles l'appareil étatique et cultuel du Patési lui-même menait ses activités, Urukagina proclama à nouveau Dieu leur maître, le dieu Ningirsu, son épouse la déesse Bo et leur fils. Ce faisant, le vieil usage coutumier avec ses moindres obligations fut restauré, la dilapidation des biens des dieux par le Patési et la noblesse prit fin. Le nombre des membres de la communauté qui travaillaient pour leur subsistance dans les champs possédés directement par les dieux fut augmenté de plus de moitié. Urukagina rétablit les anciens tribus en nature ainsi que l'ancienne organisation judiciaire dans les communautés rurales. Depuis la frontière nord du domaine de Ningirsu jusqu'à la mer, les fonctionnaires du tribunal ne convoquaient plus les gens. Les paiements des artisans furent réduits. Les frères cadets des membres de la communauté ne furent plus employés pour des travaux sur une installation d'irrigation spéciale, et les membres de la communauté eux-mêmes recevaient une subsistance supplémentaire pour ce travail. Les membres libres de la communauté, en particulier les sujets du roi, furent-ils protégés par un décret royal contre la saisie de leurs biens, de leur bétail et de leurs maisons par l'un ou l'autre noble. Il fut interdit de porter atteinte aux biens meubles et immeubles des guerriers inférieurs et de leurs veuves. Urukagina termine l'énumération de ces réformes en indiquant sa mesure la plus essentielle, à savoir la promulgation de lois qui devaient protéger les citoyens de Lagash contre la servitude usuraire, contre la tromperie dans la perception des tribus, contre le vol, le meurtre, le brigandage et défendre les droits des veuves et des orphelins. Le nombre d'hommes jouissant de tous leurs droits dans l'état d'Urukagina, probablement à la suite des réformes de la première année de son règne, atteignit environ 36 000, dépassant ainsi d'environ 10 fois le nombre de ceux qui jouissaient de tous leurs droits sous ses prédécesseurs. Dans les années qui suivirent, Urukagina s'efforça d'approfondir ces réformes. Il renforça davantage le droit des guerriers inférieurs sur leurs possessions et introduisit également certaines modifications aux droits de la famille. Ces mesures visant à éliminer les vestiges du matriarcat méritent une attention particulière. Si auparavant la femme avait le droit de divorcer et pouvait avoir 2 maris, Urukagina instaura désormais une sanction sévère pour de telles femmes. Il faut supposer que certaines traces du matriarcat, notamment la polyandrie, subsistaient encore dans la vie familiale de la noblesse. La guerre avec Umma et la défaite de Lagash. Les réformes du roi d'Urukagina, visant à affaiblir la noblesse de Lagash et à renforcer la position des larges masses de toute la population de Lagash, devaient grandement inquiéter la noblesse des cités-États voisines. Par conséquent, des plans de guerre contre Lagash et son roi réformateur devaient émerger dans les États voisins. Bientôt, la guerre commença entre Lagash et son adversaire éternel Umma, dont le dirigeant était alors Lugalzagesi. Au début, Urukagina obtint quelques succès. Il captura plusieurs villes et prisonniers, mais ces succès donnèrent naissance à une alliance d'Umma avec Uruk contre Lagash. Lugalzagesi prend la tête de l'alliance. La guerre est reflétée dans les documents de comptabilité économique de l'époque. Les pertes à la guerre entraînèrent une diminution du nombre de membres de la communauté recevant une allocation de l'économie étatique et cultuelle. Cette allocation elle-même commence également à diminuer. Pour les membres de la communauté, l'allocation ne baissa que de 10%, mais l'allocation des esclaves diminua de manière catastrophique, dans certains cas du tiers. Suite à la famine, les esclaves commencèrent apparemment à s'enfuir. En conséquence de la guerre, le travail des champs cessa, car dès la 4e année du règne d'Urukagina, l'ennemi envahit la région de Lagash. C'est pourquoi les membres de la communauté qui travaillaient pour le temple, la 6e année du règne d'Urukagina, ne reçurent aucune allocation pendant toute l'année. Finalement, la guerre se termina par la défaite de Lagash. La raison principale de l'issue malheureuse de la guerre pour Urukagina fut la circonstance que la noblesse, même après ses réformes, continua de conserver une grande puissance économique qu'Urukagina n'osa pas détruire. Il interdit seulement à la noblesse d'employer la violence brutale qui avait prévalu à l'époque de ses prédécesseurs. La noblesse, ayant conservé sa puissance économique,
courroucé par les réformes d'Urukagina qui réduisaient ses droits, devint pendant la guerre cette force sur laquelle la ville d'Uma put s'appuyer. Il semble qu'il y eut aussi une trahison de certaines régions de Lagash. Durant la 7e année du règne d'Urukagina, Lagash ne put supporter la guerre contre un ennemi extérieur en présence d'une forte opposition intérieure et fut vaincu. Le élégie d'un des scribes de Lagash, partisan d'Urukagina, nous est parvenu. Il déplorait le malheur de sa patrie, énumérant une série de temples pillés et mis à sac par les troupes de Lugalzagesi. Mais parmi ces sanctuaires endommagés, le temple principal du dieu Ningirsu, situé dans le quartier central de Lagash, à Girsu, n'est pas mentionné. Il est évident qu'Urukagina s'est réfugié derrière les puissants murs de Girsu, construits sur son ordre, et que Lugalzagesi a dû se contenter de la dévastation et de la destruction des colonies moins fortifiées de Lagash. Il ne pouvait pas attendre la reddition d'Urukagina, car il devait rassembler toutes ses forces pour repousser cet ennemi redoutable qui s'avançait sur lui depuis le nord. Cette lutte contre un puissant ennemi qui attendait Lugalzagesi dans un avenir proche a permis au scribe, qui déplorait la défaite de Lagash, de terminer son élégie par une prophétie. Les gens d'Umma, en détruisant Lagash, ont commis un crime contre le dieu Ningirsu. La puissance qui leur est devenue leur sera enlevée. Urukagina, roi de Girsu, n'est pas coupable. Quant à Lugalzagesi, que la déesse Nizaba marque, littéralement et fait porter, sur son front ce crime.